Le dernier rêve du chêne. Au sommet de la falaise haute et ardue, en avant de la forêt qui arrivait jusqu'au bord de la mer, s'élevait un chêne antique et séculaire. Il avait justement atteint 365 ans. On ne l'aurait jamais cru en voyant son apparence robuste. Souvent, par les beaux jours d'été, les éphémères venaient s'ébattre et tourbillonner gaiement autour de sa couronne. Une fois, une de ces petites créatures, après avoir voltigé longuement au milieu d'une joyeuse ronde, vint se reposer sur une des belles feuilles du chêne. « Pauvre mignonne, dit l'arbre, ta vie entière ne dure qu'un jour. Que c'est peu. Comme c'est triste. » « Triste ?» répondit le gentil insecte. « Que signifie donc ce mot que j'entends parfois prononcer ? Le soleil reluit si merveilleusement. L'air est si bon, si doux, je me sens tout transporté de bonheur. » « Oui, mais dans quelques heures ce sera fini. Tu seras trépassé. »« Trépassé » s'écria l'éphémère. « Qu'est-ce encore que ce mot ? Toi, es-tu aussi trépassé ? » ?»« Non, j'ai déjà vécu bien des milliers de jours. Nos journées, ce sont, à dire vrai, des saisons entières. Mais comment te faire comprendre cela ? C'est une telle longueur de temps que cela doit dépasser tout ce que tu peux imaginer. « En effet, je ne me figure pas bien, reprit l'insecte, ce que cela peut durer 1000 jours. N'est-ce pas ce qu'on appelle l'éternité ? En tout cas, si tu vis si longtemps, mon existence compte déjà 1000 moments où j'ai été joyeux et heureux. Et quand tu mourras, est-ce que tout ce bel univers périra en même temps ? Non, certes, répliqua le chêne. Il durera bien plus longtemps que moi. À mon tour, je ne puis me le figurer. Eh bien, alors nous en sommes au même point, sauf que nous calculons d'une façon différente. Et l'éphémère reprit sa danse folle et s'élança dans les airs, s'amusant de l'éclat de ses ailes transparentes qui brillaient comme le plus beau satin. Il respirait à plein poumon l'air embaumé par les senteurs de l'églantier, des chèvrefeuilles, du sureau, de la menthe et par l'odeur du foin coupé. Et l'insecte se sentait comme enivré, à force de respirer ses parfums. La journée continua à être splendide. L'éphémère se reposa encore plusieurs fois pour recommencer à tournoyer en ronde avec ses compagnons. Le soleil commença à baisser et l'insecte se sentit un peu fatigué de toute cette gaieté. Ses ailes faiblissaient et tout lentement, il glissa le long du chêne jusque sur le doux gazon. Il vint asseoir sur la feuille d'une pâquerette et souleva encore une fois sa petite tête pour embrasser d'un regard la campagne riante et la mer bleue. Puis ses yeux se fermèrent. Un doux sommeil s'empara de lui. C'était la mort. Le lendemain, le chêne vit renaître d'autres éphémères. Il s'entretint avec eux aussi, et il les vit de même danser, folâtrer joyeusement et s'endormir paisiblement en pleine félicité. Ce spectacle se répéta souvent, mais l'arbre ne le comprenait pas bien. Il avait cependant le temps de réfléchir, car si, chez nous autres hommes, nos pensées sont interrompues tous les jours par le sommeil, le chêne, lui, ne dort qu'en hiver. Pendant les autres saisons, il veille sans cesse. Le temps approchait où il allait se reposer. L'automne était à sa fin. Déjà, les taupes commençaient leur sabbat. Les autres arbres étaient déjà dépouillés, et le chêne aussi perdait tous les jours de ses feuilles. « Dors, dors !» chantaient les vents autour de lui. « Nous allons te bercer gentiment, puis te secouer si fort que tes branches en craqueront d'aise. Dors bien, dors !» C'est ta 365e nuit. En réalité, comparé à nous, tu n'es qu'un enfant au berceau. Dors, dors bien. Les nuages vont semer de la neige. Ce sera une belle et chaude couverture pour tes racines. Et le chêne perdit toutes ses feuilles. Et, en effet, il s'endormit pour tout le long hiver. Et il eut bien des rêves où sa vie passée lui revint en souvenir. Il se rappela comment il était sorti d'un gland, comment, étant encore un tout mince arbuste, il avait failli être dévoré par une chèvre.
Puis il avait grandi, à merveille. Plusieurs fois, les gardes de la forêt l'avaient admiré et avaient pensé à le faire abattre pour en tirer des mâts, des poutres, des planches solides. Il était cependant arrivé à son 4e siècle, et aujourd'hui, personne ne songeait plus à le faire couper. Il était devenu l'ornement de la forêt. Sa superbe couronne dépassait tous les autres arbres, et de loin, on l'apercevait de la mer, et il servait de point de repère aux marins. Au printemps, dans ses hautes branches, les ramiers bâtissaient leur nid. Le coucou y était à demeure et faisait de là résonner au loin son cri monotone. L'automne, quand les feuilles de chêne toutes jaunies ressemblent à des plaques de cuivre, les oiseaux voyageurs s'assemblaient de toutes parts sur ce géant de la forêt et s'y reposaient une dernière fois, avant d'entreprendre le grand voyage d'outre-mer. Maintenant donc, l'hiver était venu. Après avoir longtemps résisté aux aquilons, les feuilles du chêne étaient presque toutes tombées. Les corbeaux, les corneilles venaient se percher sur ces branches et taillaient des bavettes sur la dureté des temps, sur la famine prochaine qui s'annonçait pour eux. Survint la veille du saint jour de Noël, et ce fut alors que le vieux chêne rêva le plus beau rêve de sa vie. Il avait le sentiment de la fête qui se préparait partout sur la terre, là où il y a des chrétiens. Il sentait les vibrations des cloches qui sonnaient de toutes parts. Mais il se croyait en été, par une splendide journée. Et voici ce qui lui apparut. Sa haute et vaste couronne était fraîche et verte. Les rayons de soleil y jouaient à travers les branches et le feuillage, et projetaient des reflets dorés. L'air était embaumé de senteurs vivifiantes. Des papillons aux 1000 couleurs voltigeaient de toutes parts et jouaient à cache-cache. Puis, à qui volerait le plus haut? Des myriades d'éphémères donnaient une sarabande. Voilà qu'un brillant cortège s'avance. C'étaient les personnages que le vieux chêne avait vus tour à tour passer devant lui pendant la longue suite d'années qu'il avait vécues. En tête marchait une cavalcade, des pages, des chevaliers aux armures étincelantes, qui revenaient de la croisade, des châtelains vêtus de brocart sur des palefrois caparaçonnés, et tenant sur la main des faucons encapuchonnés. Le corps de chasse retentit, la meute aboyait, le cerf fuyait. Puis arriva une troupe de reîtres et de lansquenets, aux vêtements bouffants et bariolés, armés de hallebardes et d'arquebuses. Ils dressèrent leurs tentes sous le vieux chêne, allumèrent le feu, et au milieu d'une orgie, ils entonnèrent des chants de guerre et des refrains bachiques. Toute cette bande bruyante disparut, et l'on vit s'avancer en silence un jeune couple. Ils avaient des cheveux poudrés, et la dame était couverte de rubans aux couleurs tendres. Et le monsieur tailla dans l'écorce du chêne les initiales de leurs deux noms. Et ils écoutèrent avec ravissement les sons doux et étranges de la harpe éolienne qui était suspendue dans les branches de l'arbre. Et tout à coup, le chêne éprouva, comme si un nouveau et puissant courant de vie partant des extrémités de ses racines le traversait de part en part, montant jusqu'à sa cime, jusqu'au bout de ses plus hautes feuilles. Il lui semblait qu'il grandissait comme autrefois, que du sein de la terre il puisait une nouvelle vigueur. Et en effet, son tronc s'élançait, sa couronne s'étendait en dôme et montait toujours plus haut vers le ciel. Et plus le chêne s'élevait, plus il éprouvait de bonheur, et il ne désirait que monter encore au-delà, jusqu'au soleil, dont les rayons brillants le pénétraient d'une chaleur bienfaisante. Et sa couronne était déjà parvenue au-dessus des nuages, qui, comme une troupe de grands cygnes blancs, flottaient sous le bleu firmament. C'était en plein jour, et cependant, les étoiles devinrent visibles. Elles luisaient de leur plus bel éclat. Elles rappelaient au vieux chêne les yeux brillants des joyeux enfants, qui souvent étaient venus s'ébattre autour de lui. Au spectacle de cette immensité, on était transporté de la félicité la plus pure. Mais le vieux chêne sentait qu'il lui manquait quelque chose. Il éprouvait l'ardent désir de voir les autres arbres de la forêt, les plantes, les fleurs, et jusqu'aux moindres broussailles enlevées comme lui et mises en présence de toutes ces splendeurs. Oui, pour qu'il fût entièrement heureux, il les lui fallait voir tous autour de lui, grands et petits, prenant part à sa félicité. Et ce sentiment agitait,
faisait vibrer ses branches, ses moindres feuilles. Sa couronne s'inclina vers la terre, comme s'il avait voulu adresser un signal aux muguets et aux violettes cachées sous la mousse, aussi bien qu'aux autres chênes, ses compagnons. Il lui sembla apercevoir tout à coup un grand mouvement. Les cimes de la forêt se soulevaient. Les arbres se mirent à pousser, à grandir jusqu'à percer les nues. Les ronces, les plantes, pour s'élever plus vite, quittaient terre avec leurs racines et accouraient au vol. Les plus vite arrivés, ce furent les bouleaux. Leurs troncs droits et blancs traversaient les airs comme des flèches, presque comme des éclairs. Et l'on vit arriver les joncs, les genêts, les fougères et aussi les oiseaux qui, émerveillés du voyage, chantaient à tue-tête leurs plus beaux airs de fête. Les sauterelles, juchées sur les brins d'herbe, jouaient leur petite musique, accompagnées par les grillons, le susurrement des abeilles et le faux bourdon des hannetons. Tout ce joyeux concert faisait une délicieuse harmonie. « Mais, dit le chêne, où est donc restée la petite fleur bleue qui borde le ruisseau, et la clochette, et la pâquerette ? Nous y sommes tous, disaient en chœur les fleurettes, les arbres, les plantes, les habitants de la forêt. Le vieux chêne jubilait. Oui, tous, grands et petits, disait-il, pas un ne manque. Nous nageons dans un océan de délices, quel miracle ! Et il se sentit de nouveau grandir. Soudainement, ses racines se détachèrent de terre. C'est ce qu'il y a de mieux, pensa-t-il. Me voilà dégagé de tout lien. Je puis m'élancer vers la lumière éternelle et m'y précipiter avec tous les êtres chéris qui m'entourent, grands et petits, tous, dit l'écho. Ce fut la fin du rêve du vieux chêne. Une tempête terrible soufflait sur mer et sur terre. Des vagues énormes assaillaient la falaise, enlevant des quartiers de roches. Les vents hurlaient et secouaient le vieux chêne. Sa vigueur éprouvée luttait contre la tourmente, mais un dernier coup de vent l'ébranla et l'enleva de terre avec sa racine. Il tomba, au moment où il rêvait qu'il s'élançait vers l'immensité des cieux. Il gisait là. Il avait péri, après ses 365 ans, comme l'éphémère après sa journée d'existence. Le matin, lorsque le soleil vint éclairer le saint jour de Noël, l'ouragan s'était apaisé. De toutes les églises retentissait le son des cloches. Même dans la plus humble cabane régnait l'allégresse. La mer s'était calmée. À bord d'un grand navire, qui toute la nuit avait lutté, tous les mâts étaient décorés, tous les pavillons hissés pour célébrer la grande fête. « Tiens, dit un matelot, l'arbre de la falaise, le grand chêne qui nous servait de point de repère pour reconnaître la côte, a disparu. Hier encore, je l'ai aperçu de loin. C'est la tempête qui l'a abattu. » « Que d'années il faudra pour qu'il soit remplacé, dit un autre matelot. Et encore, il n'y aura peut-être aucun autre arbre assez fort pour grandir comme lui. Ce fut l'oraison funèbre prononcée sur la fin du vieux chêne, qui était étendue sur la nappe de neige qui lui servait de linceul. Elle était tout à son honneur et bien méritée, ce qui est si rare. À bord du navire, les marins entonnèrent les psaumes et les cantiques de Noël, qui célèbrent la délivrance des hommes par le Fils de Dieu, qui leur a ouvert la voie de la vie éternelle. « La promesse est accomplie, chantait-il. Le Sauveur est né. Ô joie sans pareille! Alléluia! Alléluia! Et ils sentaient leur cœur élevé vers le ciel et transporté, tout comme le vieux chêne, dans son dernier rêve, s'était senti entraîné vers la lumière éternelle. L'escargot et le rosier. Le jardin était entouré d'une haie de noisetiers, et au dehors s'étendaient des champs et des prés. Au milieu du jardin fleurissait un rosier, et sous le rosier vivait un escargot. Et qu'y avait-il dans l'escargot ? Eh bien, lui-même. « Attendez un peu que mon temps arrive, disait-il. Je ferai des choses bien plus grandioses que de fleurir, porter des noisettes ou donner du lait comme des vaches et des moutons. » À vrai dire, j'attends de vous de grandes choses, approuva le rosier. Mais puis-je vous demander quand les ferez-vous ? Je prends mon temps, répondit l'escargot. Vous êtes toujours si pressé. Attendre est plus excitant. Un an plus tard, l'escargot était presque au même endroit sous le rosier et se réchauffait au soleil. Le rosier eut beaucoup de boutons cette année-là, qui devinrent des fleurs toujours fraîches et toujours nouvelles.
L'escargot s'avança. Tout était exactement comme l'année dernière. Aucun progrès, nulle part. Le rosier a toujours ses roses, cela ne va pas plus loin. L'été passa, l'automne aussi, et le rosier avait toujours ses boutons et ses fleurs, et il en eut jusqu'à la première neige. Le temps devint froid et pluvieux. Le rosier se pencha et l'escargot se cacha sous la terre. Puis, une nouvelle année commença et réapparurent et les petites roses et l'escargot. « Vous êtes déjà vieux, monsieur le rosier, dit-il. Vous devrez bientôt penser à dépérir. Vous avez déjà donné au monde tout ce que vous pouviez. Que cela ait servi à quelque chose est une autre question. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Mais il est évident que vous n'avez rien fait du tout pour votre épanouissement personnel, sans quoi vous auriez produit bien mieux que cela. Vous mourrez bientôt et vous ne serez plus que branche nue. »« Vous m'effrayez, dit le rosier. Je n'y ai jamais réfléchi. »« Évidemment, vous ne vous livrez jamais à la réflexion. N'avez-vous jamais essayé de comprendre pourquoi vous fleurissiez et comment seulement cela se produit ? Pourquoi cela se passe ainsi et pas autrement ? » ?»« Non, répondit le rosier. Je fleurissais joyeusement, car je ne pouvais pas faire autrement. De la terre montait en moi une force, et une force me venait aussi d'en haut. Je sentais un bonheur toujours neuf, toujours grand, et c'est pourquoi je devais toujours fleurir. C'était ma vie, je ne pouvais pas faire autrement. « Vous avez mené une vie bien facile, dit l'escargot. En effet, tout cela m'a été donné, acquiesça le rosier. Mais vous avez reçu encore bien davantage. Vous êtes de ces natures qui réfléchissent et méditent, et vous avez un grand talent qui un jour étonnera le monde. »« Ce n'est absolument pas dans mes intentions, répondit l'escargot. Le monde ne m'intéresse pas. En quoi me concerne-t-il ? Je me suffis amplement. Mais nous tous, ne devrions-nous pas donner aux autres le meilleur de nous-mêmes, apporter ce que nous pouvons ? Je sais, je ne donne que mes roses, mais vous, que donnez-vous au monde ? » ?»« Ce que j'ai donné ? Ce que je lui donne ? Je crache sur le monde, il ne sert à rien, je me fiche de lui. Vous, continuez à faire éclore vos roses, de toute façon, vous ne savez pas mieux faire. Que le noisetier donne ses noisettes, les vaches et les brebis leur lait, ils ont tous leur public. Moi, je n'ai besoin que de moi. » Et l'escargot rentra dans sa coquille et la referma sur lui. « C'est bien triste, regretta le rosier. Moi, j'ai beau faire, je ne peux pas rentrer en moi. Il faut toujours que je forme des boutons et que je les fasse éclore. Les pétales tombent et le vent les emporte. J'ai vu, pourtant, une femme déposer une petite rose dans son micelle. Une autre de mes roses a trouvé sa place sur la poitrine d'une belle jeune fille et une autre reçut des baisers d'un enfant heureux. Cela me fait bien plaisir, un vrai bonheur. Voilà mes souvenirs, ma vie. » Et le rosier continua à fleurir dans l'innocence, et l'escargot à somnoler dans sa petite maison, car le monde ne le concernait pas. Des années et des décennies passèrent. L'escargot et le rosier devinrent poussière dans la poussière. Même la petite rose dans le micelle se décomposa. Mais dans le jardin fleurirent de nouveaux rosiers, et à leurs pieds grandirent de nouveaux escargots. Ils se recroquevillaient toujours dans leur maison, et ils crachaient. Le monde ne les concernait pas. Allons-nous relire cette histoire une nouvelle fois ? Elle ne sera pas différente. La fée du sureau. Il y avait une fois un petit garçon enrhumé. Il avait eu les pieds mouillés. Où ça ? Nul n'aurait su le dire, le temps étant tout à fait au sec. Sa mère le déshabilla, le mit au lit et apporta la bouilloire pour lui faire une bonne tasse de tisane de sureau. Cela réchauffe. Au même instant, la porte s'ouvrit et le vieux monsieur si amusant, qui habitait tout en haut de la maison, entra. Il vivait tout seul, n'ayant ni femme ni enfant, mais il adorait tous les enfants et savait raconter tant de contes et d'histoires pour leur faire plaisir. « Bois ta tisane, dit la mère, et peut-être monsieur te dira-t-il un conte. »« Si seulement j'en connaissais un nouveau, dit le vieux monsieur, en souriant doucement.
Mais où donc le petit s'est-il mouillé les pieds ? Ah ça, dit la mère, je me le demande. Est-ce que vous me direz un conte ? Demande le petit garçon. Bien sûr, mais il faut d'abord que je sache exactement la profondeur de l'eau du caniveau de la petite rue que tu prends pour aller à l'école. L'eau monte jusqu'à la moitié des tiges de mes bottes si je passe à l'endroit le plus profond. Eh bien voilà où nous avons eu les pieds mouillés, dit le vieux monsieur. Je te dois un conte et je n'en sais plus. Vous pouvez en inventer un immédiatement. Maman dit que tout ce que vous regardez, vous pouvez en faire un conte, et que de tout ce que vous touchez peut sortir une histoire. Mais ces contes et les histoires ne valent rien. Les vrais doivent naître tout seuls et me frapper le front en disant « Me voilà !» Est-ce que ça va frapper bientôt ? Demanda le petit garçon. La maman se mit à rire. Elle jeta quelques feuilles de sureau dans la théière et versa l'eau bouillante dessus. « Racontez, racontez !»« Avec plaisir. Si un conte venait tout seul, mais il est souvent capricieux et n'arrive que lorsque ça lui chante. »« Stop !» s'écria-t-il tout d'un coup. « En voilà un. Attention, il est là, sur la théière. » Le petit garçon tourna les yeux vers la théière. Le couvercle se soulevait de plus en plus, et des fleurs en jaillissaient, si fraîches et si blanches. De longues feuilles vertes sortaient même par le bec. Cela devenait un ravissant buisson de sureau, tout un arbre bientôt, qui envahissait le lit en repoussant les rideaux. Que de fleurs, quel parfum! Et au milieu de l'arbre, une charmante vieille dame était assise. Elle portait une drôle de robe toute verte, parsemée de grandes fleurs blanches. On ne voyait pas tout de suite si cette robe était faite d'une étoffe ou de verdure et de fleurs vivantes. « Comment s'appelle cette dame ?» demanda le petit garçon. « Oh, bien sûr, les Romains et les Grecs auraient dit que c'était une dryade, mais nous ne connaissons plus tout ça. Ici, à Nibodère, on l'appelle la fée du sureau. Regarde-la bien et écoute-moi. » Il y va, à Nibodère, un arbre tout fleuri pareil à celui-ci. Il a poussé dans le coin d'une petite ferme très pauvre. Sous son ombrage, par une belle après-midi de soleil, deux bons vieux, un vieux marin et sa vieille épouse, étaient assis. Arrière-grands-parents déjà, ils devaient bientôt célébrer leurs noces d'or, mais ne savaient pas au juste à quelle date. La fée du sureau, assise dans l'arbre, avait l'air de rire. « Je connais bien, moi, la date des noces d'or. » Mais eux ne l'entendaient pas. Ils parlaient des jours anciens. « Te souviens-tu, disait le vieux marin, du temps que nous étions petits, nous courions et nous jouions justement dans cette même cour où nous sommes assis, et nous piquions des baguettes dans la terre pour faire un jardin. »« Bien sûr, je me rappelle, répondit sa femme. Nous arrosions ces branches taillées, et l'une d'elles, une branche de sureau, prit racine, bourgeonna, et devint par la suite le grand arbre sous lequel nous deux, vieux, sommes assis. »« Oui, dit-il, et là, dans le coin, il y avait un grand baquet d'eau, mon bateau, que j'avais taillé moi-même, il naviguait. Mais bientôt, c'est moi qui devais naviguer d'une autre manière. Mais d'abord, nous avions été à l'école pour tâcher d'apprendre un peu quelque chose. Puis ce fut notre confirmation, on pleurait tous les deux. L'après-midi, nous montions tout au haut de la tour ronde, la main dans la main, et nous regardions de là-haut le vaste monde, et Copenhague, et la mer. Après, nous sommes allés à Frederiksberg, où le roi et la reine, dans leur barque magnifique, voguaient sur les canaux. Mais je devais vraiment voguer tout autrement, et durant de longues années, et pour de grands voyages. Ce que j'ai pleuré à cause de toi, dit-elle. Je croyais que tu étais mort et noyé, tombé tout au fond de la mer. Souvent, la nuit, je me levais et regardais la girouette pour voir si elle tournait. Elle tournait tant et plus, mais toi, tu n'arrivais pas. Je me souviens si bien de la pluie torrentielle qui tombait un jour. Le boueur devait passer devant la maison où je servais. Je descendis avec la poubelle et restai à la porte. Quel temps! Et comme j'attendais là, le facteur passa et me remit une lettre de toi. Ce qu'elle avait voyagé! Je me jetai dessus
et commençai à lire. Je riais, je pleurais, j'étais si heureuse. Tu écrivais que tu étais dans les pays chauds où poussent les grains de café. Quel pays béni ce doit être. Tu en racontais des choses, et je lisais tout ça debout, ma poubelle près de moi, tandis que la pluie tombait en tourbillon. Tout d'un coup, derrière moi, quelqu'un me prit par la taille. Et tu lui allongeas une bonne claque sur l'oreille. Mais je ne savais pas que c'était toi. Tu étais arrivé en même temps que la lettre, et tu étais si beau. Tu l'es encore. Tu avais un grand mouchoir de soie jaune dans la poche, et un suroît reluisant. Tu étais très élégant. Dieu, quel temps, et comme la rue était sale. Ensuite, nous nous sommes mariés, dit-il. Tu te souviens quand nous avons eu le premier garçon? Et puis Marie, et Niels et Peter, et Hans Christian? Oui, tous grands, et tous de braves gens que tout le monde aime. Et leurs enfants, à leur tour, ont eu des petits, dit le vieil homme, de solides gaillards aussi. Il me semble que c'est bien à cette époque-ci de l'année que nous nous sommes mariés. Oui, c'est justement aujourd'hui le jour de vos noces d'or, dit la fée du sureau, en passant sa tête entre eux deux. Ils crurent que c'était la voisine qui les saluait. Ils se regardaient, se tenant par la main. Peu après, arrivèrent les enfants et petits-enfants. Ils savaient, eux, qu'on fêtait les noces d'or. Ils avaient déjà le matin apporté leurs vœux. Les vieux l'avaient oublié, alors qu'ils se rappelaient si bien ce qui s'était passé de longues années auparavant. Le sureau embaumait. Le soleil couchant illuminait les visages des vieux et les rendait tout rubicons. Le plus jeune des petits-enfants dansait tout autour et criait, tout heureux que ce fût jour de fête, qu'on allait manger des pommes de terre chaudes. La fée du sureau souriait dans l'arbre et criait « Bravo !» avec les autres. « Mais ce n'est pas du tout un conte, » dit le petit garçon qui écoutait. « Tu dois t'y connaître, » dit celui qui racontait. « Demandons un peu à notre fée. »« Ce n'était pas un conte, dit-elle, mais il va venir maintenant. De la réalité naît le plus merveilleux des contes, sans quoi mon délicieux buisson ne serait pas jailli de la théière. » Elle prit le petit garçon dans ses bras contre sa poitrine. La verdure et les fleurs les enveloppant formaient autour d'eux une tonnelle qui s'envola avec eux à travers l'espace. Voyage délicieux. La fée était devenue subitement une petite fille, en robe verte et blanche, avec une grande fleur de sureau sur la poitrine, et sur ses blonds cheveux bouclés, une couronne. Ses yeux étaient si grands, si bleus, quel plaisir de la regarder. Les deux enfants s'embrassèrent, ils avaient le même âge et les mêmes goûts. La main dans la main, ils sortirent de la tonnelle, et les voici dans leur jardin fleuri. Sur le frais gazon de la pelouse, la canne du père était restée. Simple bois sec, elle était vivante pour les petits. Sitôt qu'ils l'enfourchèrent, le pommeau poli se transforma en une belle tête hennissante. La noire crinière voltigeait. 4 pattes, à la fois fines et fortes, lui poussèrent. L'animal était robuste et fougueux. Au galop, il tournait autour de la pelouse. « Hu, hu !»« Nous voilà partis, » dit le petit garçon, « à des lieues de chez nous. Nous allons jusqu'au château où nous étions l'an passé, et il tournait et tournait autour de la pelouse. La petite fille, qui n'était autre que la fée, s'écriait. « Nous voici dans la campagne. Vois-tu la maison du paysan, avec le grand four qui a l'air d'un immense œuf sur le mur du côté de la route? Le sureau étend ses branches au-dessus, et le coq gratte la terre pour les poulets se rengorge. Nous voici à l'église. Elle est tout en haut de la côte, au milieu des grands chênes, dont l'un est presque mort. Et nous voici à la forge, où brûle un grand feu, où des hommes à moitié nus tapent de leurs marteaux, faisant voler les étincelles de tous côtés. En route vers le beau château. » Tout ce dont parlait la petite fille, assise derrière sur la canne, se déroulait devant eux. Le garçon le voyait, et cependant, il ne tournait qu'autour de la pelouse. Ensuite, ils jouèrent dans l'allée et dessinèrent un jardin sur le sol. La petite fille enleva une fleur de sureau de sa tête et la planta. Et cette fleur poussa exactement comme cela s'était passé devant nos 2 vieux de Nibaudère, quand ils étaient petits, comme nous l'avons raconté tout à l'heure. Ils marchèrent la main dans la main,
comme les vieux étant enfants. Mais ils ne montèrent pas sur la tour ronde et ne visitèrent pas le jardin de Frédériksberg. Non. La petite fille tenait le garçon par la taille et ils volaient à travers le Danemark. Le printemps se déroula, puis l'été, et l'automne, et l'hiver. 1000 images se reflétaient dans les yeux du garçon, et dans son cœur, toujours la petite fille chantait. Tu n'oublieras jamais tout ça. Le sureau, tout au long du voyage, embaumait si exquisément. Le garçon sentait bien les roses et la fraîcheur des hêtres, mais le parfum du sureau était bien plus ensorcelant, car ses fleurs reposaient sur le cœur de la petite fille, et dans la course, la tête du garçon se tournait souvent vers elle. « Comme c'est beau ici au printemps !» dit la petite fille, tandis qu'ils passaient dans la forêt de hêtres aux bourgeons nouvellement éclos. Le muguet embaumait à leurs pieds, et les anémones roses faisaient bel effet sur l'herbe verte. « Ah, si c'était toujours le printemps dans l'odorante forêt de hêtres danoises !»« Comme c'est beau ici en été !» dit-elle, tandis qu'à toute allure il passait devant les vieux châteaux du Moyen-Âge, où les murs rouges et les pignons crénelés se reflétaient dans les fossés où les cygnes nageaient et levaient la tête vers les allées ombreuses et fraîches. Les blés ondulaient comme une mer dans la plaine, les fossés étaient pleins de fleurs rouges et jaunes, et les haies de houblon sauvage et de liserons, et le doux parfum des meules de foin flottait sur les prés. Le soir, la lune monta toute ronde dans le ciel. Cela ne s'oublie jamais. « Comme c'est beau ici à l'automne !» dit la petite fille, et le ciel devint 2 fois plus élevé et plus intensément bleu. Les plus ravissantes couleurs de rouge, de jaune et de vert envahirent la forêt. Les chiens de chasse galopaient à toute allure, des bandes d'oiseaux sauvages s'envolaient en criant au-dessus des tumulus où les ronces s'accrochaient aux vieilles pierres. La mer était bleu-noir, avec des voiliers blancs, et dans la grange, les femmes, les jeunes filles, les enfants égrenaient le sureau dans un grand récipient. Les jeunes chantaient des romances, les vieux racontaient des histoires de lutins et de sorciers. « Comme c'est beau ici, l'hiver !» dit la petite fille. Tous les arbres couverts de givre ressemblaient de corail blanc. La neige crissait sous les pieds comme si l'on avait des chaussures neuves, et les étoiles filantes tombaient du ciel, l'une après l'autre. Dans la salle, on allumait l'arbre de Noël. C'était l'heure des cadeaux et de la bonne humeur. Dans la campagne, le violon chantait. Chez les paysans, les beignets de pommes sautaient dans la graisse, et même les plus pauvres enfants disaient « Que c'est bon l'hiver !» Oui, tout était exquis quand la petite fille l'expliquait au garçon. Toujours le sureau embaumait, et toujours flottait le drapeau rouge à la croix blanche, sous lequel le vieux marin de Niboder avait navigué. Le garçon devenait un jeune homme. Il devait partir dans le vaste monde, loin, loin vers les pays chauds où pousse le café. Au moment de l'adieu, la petite fille prit sous sa poitrine une fleur de sureau et la lui tendit, afin qu'il la garde entre les pages de son livre de psaumes. Et, chaque fois que dans les pays étrangers il ouvrait son livre, c'était juste à la place de la fleur du souvenir. À mesure qu'il la regardait, elle devenait de plus en plus fraîche. Il lui semblait sentir le parfum des forêts danoises. Au milieu des pétales de la fleur, il voyait la petite fille aux clairs yeux bleus, et elle lui murmurait « Qu'il fait bon au printemps, en été, en automne, en hiver. » Des centaines d'images glissaient dans ses pensées. Les années passèrent. Il devint un vieil homme assis avec sa femme sous un arbre en fleurs, la tenant par la main comme les aïeux de Niboder, et comme eux, il parlait des jours anciens, des noces d'or. La petite fille aux yeux bleus, avec des fleurs dans les cheveux, était assise dans l'arbre et les saluait de la tête en disant « C'est le jour de vos noces d'or !» Elle prit 2 fleurs de sa couronne, posa 2 baisers. Alors elles brillèrent d'abord comme de l'argent, puis comme de l'or, et lorsqu'elle les posa sur la tête de vieilles gens, chaque fleur devint une couronne. Tous 2 étaient assis là, comme roi et reine, sous l'arbre odorant qui avait bien l'air d'un sureau. Et le mari raconta à sa vieille l'histoire de la fée du sureau, comme on la lui avait contée quand il était un petit garçon, et tous les 2 trouvèrent qu'elle ressemblait à leur propre histoire.
Les passages les plus semblables étaient ceux qui leur plaisaient le plus. « Oui, c'est ainsi, dit la fée dans l'arbre. Les uns m'appellent fée, les autres dryade, mais mon vrai nom est souvenir. Je suis assise dans l'arbre qui pousse et qui repousse, et je me souviens et je raconte. Fais-moi voir si tu as gardé mon cadeau. » Le vieil homme ouvrit son livre de psaumes. La fleur de sureau était là, fraîche, comme si on venait de l'y déposer. Alors, Souvenir sourit. Les deux vieux, avec leur couronne d'or sur la tête, assis dans la lueur rouge du soleil couchant, fermèrent les yeux et l'histoire est finie. Le petit garçon, dans son lit, ne savait pas s'il avait dormi ou s'il avait entendu un conte. La théière était là sur la table, mais aucun sureau n'en jaillissait, et le vieux monsieur, qui avait raconté l'histoire, allait justement s'en aller. « Comme c'était joli, maman !» dit le petit garçon. « J'ai été dans les pays chauds. »« Oui, ça je veux bien le croire, » dit la mère. « Quand on a dans le corps 2 tasses de tisane de sureau brûlante, on doit bien se sentir dans les pays chauds. » Elle remonta bien les couvertures pour qu'ils ne se refroidissent plus. « Tu as sûrement dormi pendant que je me disputais avec le monsieur pour savoir si c'était un conte ou une histoire. »« Où est la fée du sureau ?» demanda l'enfant. « Elle est là, sur la théière, » dit la mère. « Eh bien, qu'elle y reste. » Les fleurs de la petite Ida. « Les pauvres fleurs sont tout à fait mortes, » dit la petite Ida. « Elles étaient si belles hier soir, et maintenant toutes les feuilles pendent. Pourquoi ?» demanda-t-elle à l'étudiant assis sur le sofa. Elle l'aimait beaucoup, l'étudiant. Il savait les plus délicieuses histoires et découpait des images si amusantes. Des chœurs avec des petites dames au milieu qui dansaient, des fleurs et de grands châteaux dont on pouvait ouvrir les portes. C'était un étudiant plein d'entrain. « Eh bien, sais-tu ce qu'elles ont ?» dit l'étudiant. « Elles sont allées au bal cette nuit. C'est pourquoi elles sont fatiguées. »« Mais les fleurs ne savent pas danser, » dit la petite Ida. « Si, quand vient la nuit et que nous autres nous dormons, elles sautent joyeusement de tous les côtés. Elles font un bal presque tous les soirs. »« Est-ce que les enfants ne peuvent pas y aller ?»« Si, » dit l'étudiant. « Les enfants de fleurs, les petits anthémis et les petits muguets. »« Où dansent les plus jolies fleurs ?» demanda la petite Ida. « N'es-tu pas allée souvent devant le grand château que le roi habite l'été, où il y a un parc délicieux tout plein de fleurs ? Tu as vu les cygnes qui nagent vers toi quand tu leur donnes des miettes de pain. C'est là qu'il y a un vrai bal, je t'assure. »« J'ai été dans le parc hier avec maman, » dit Ida, « mais toutes les feuilles étaient tombées des arbres et il n'y avait pas une seule fleur. Où sont-elles donc ? L'été, j'en avais vu des quantités. »« Elles sont à l'intérieur du château, » dit l'étudiant. « Dès que le roi et les gens de la cour s'installent à la ville, les fleurs montent du parc au château et elles sont d'une gaieté folle. »« Mais, demanda Ida, est-ce que personne ne punit les fleurs parce qu'elles dansent au château du roi ? Personne ne s'en doute. Parfois, la nuit, le vieux gardien fait sa ronde. Il a un grand trousseau de clés. Dès que les fleurs entendent leur cliquetis, elles restent tout à fait tranquilles, cachées derrière les grands rideaux, et elles passent un peu la tête seulement. « Je sens qu'il y a des fleurs ici, » dit le vieux gardien, mais il ne peut les voir. « Que c'est amusant !» dit la petite Ida en battant des mains. « Est-ce que je ne pourrais pas non plus les voir ?»« Si, souviens-toi, lorsque tu iras là-bas, de jeter un coup d'œil à travers la fenêtre. Tu les verras bien. Je l'ai fait aujourd'hui. Il y avait une grande jonquille jaune étendue sur le divan. Elle croyait être une dame d'honneur. »« Est-ce que les fleurs du jardin botanique peuvent aussi aller là-bas ? » ?»« Oui, bien sûr, car si elles veulent, elles peuvent voler. N'as-tu pas vu les beaux papillons rouges, jaunes et blancs ? Ils ont presque l'air de fleurs. Ils l'ont été du reste. Ils se sont arrachés de leurs tiges et ont sauté très haut en l'air, en battant de leurs feuilles comme si c'était des ailes, et ils se sont envolés. Et comme ils se conduisaient fort bien, ils ont obtenu le droit de voler aussi dans la journée, de ne pas rentrer chez eux pour s'asseoir, immobiles sur leurs tiges. Les pétales, à la fin, sont devenus de vraies ailes. Il se peut du reste que les fleurs du jardin botanique
n'ait jamais été au château du roi, ni même qu'elle sache combien les fêtes y sont gaies. Et je vais te dire quelque chose qui étonnerait bien le professeur de botanique qui habite à côté. Tu le connais. Quand tu iras dans son jardin, tu raconteras à une des fleurs qu'il y a grand bal au château la nuit. Elle le répétera à toutes les autres et elles s'envoleront. Si le professeur descend ensuite dans son jardin, il ne trouvera plus une fleur et il ne pourra comprendre ce qu'elles sont devenues. Mais comment une fleur peut-elle le dire aux autres fleurs? Elles ne savent pas parler. Évidemment, dit l'étudiant, mais elles font de la pantomime. N'as-tu pas remarqué quand le vent souffle un peu, comme les fleurs inclinent la tête et agitent leurs feuilles vertes? C'est aussi expressif que si elles parlaient. Est-ce que le professeur comprend la pantomime? Demanda Ida. Bien sûr. Un matin, comme il descendait dans son jardin, il vit une ortie qui faisait de la pantomime avec ses feuilles, un ravissant œillet rouge. Elle disait: « Tu es si jolie et je t'aime tant !» Mais le professeur n'aime pas cela du tout. Il donna aussitôt une grande tape à l'ortie sur les feuilles, qui sont ses doigts. Mais cela l'a terriblement brûlé, et depuis, il n'ose plus jamais toucher à l'ortie. « C'est amusant, » dit la petite Ida en riant. « Comment peut-on raconter de telles balivernes ?» dit le conseiller de chancellerie venu en visite et qui était assis sur le sofa. Il n'aimait pas du tout l'étudiant et grognait tout le temps quand il le voyait découper des images si amusantes. Un homme pendu à une potence et tenant un cœur à la main, car il avait volé bien des cœurs. Le conseiller n'appréciait pas du tout cela, et il disait comme maintenant: « Comment peut-on mettre des balivernes pareilles dans la tête d'un enfant? Quelles inventions stupides !» Mais la petite Ida trouvait très amusant ce que l'étudiant racontait, et elle y pensait beaucoup. La tête des fleurs pendait, parce qu'elles étaient fatiguées d'avoir dansé toute la nuit. Elles étaient certainement malades. Elle les apporta près de ses autres jouets étalés sur une jolie table dont le tiroir était plein de trésors. Dans le petit lit était couchée sa poupée Sophie, qui dormait. Mais Ida lui dit: « Il faut absolument te lever, Sophie, et te contenter du tiroir pour cette nuit. Ces pauvres fleurs sont malades, et si elles couchent dans ton lit, peut-être qu'elles guériront. » Elle fit lever la poupée qui avait un air revêche et ne dit pas un mot. Elle était fâchée de prêter son lit. Ida coucha les fleurs dans le lit de poupée, tira la petite couverture sur elles jusqu'en haut et leur dit de rester bien sagement tranquilles, qu'elle allait leur faire du thé afin qu'elles guérissent et puissent se lever le lendemain. Elle tira les rideaux autour du petit lit pour que le soleil ne leur vînt pas dans les yeux. Toute la soirée, elle ne put s'empêcher de penser à ce que l'étudiant lui avait raconté. Et quand vint l'heure d'aller elle-même au lit, elle courut d'abord derrière les rideaux des fenêtres, dans l'embrasure desquelles se trouvaient, sur une planche, les ravissantes fleurs de sa mère, des jacinthes et des tulipes. Et elle murmura tout bas: « Je sais bien que vous devez aller au bal. » Les fleurs firent semblant de ne rien entendre. La petite Ida savait pourtant ce qu'elle savait. Lorsqu'elle fut dans son lit, elle resta longtemps à penser. Comme ce serait plaisant de voir danser ces jolies fleurs là-bas, dans le château du roi. Est-ce que vraiment mes fleurs y sont allées? Là-dessus, elle s'endormit. Elle se réveilla au milieu de la nuit. Elle avait rêvé de fleurs et de l'étudiant que le conseiller grondait et accusait de lui mettre des idées stupides et folles dans la tête. Le silence était complet dans la chambre d'Ida. La veilleuse brûlait sur la table, son père et sa mère dormaient. « Mes fleurs sont-elles encore couchées dans le lit de Sophie ?» se dit-elle. Elle se souleva un peu et jeta un coup d'œil vers la porte entrebâillée. Elle tendit l'oreille, et il lui sembla entendre que l'on jouait du piano dans la pièce à côté. Mais tout doucement. Jamais elle n'avait entendu une musique aussi délicate. « Toutes les fleurs doivent danser maintenant, dit-elle. Mon Dieu, que je voudrais les voir !» Mais elle n'osait se lever. « Si seulement elle voulait entrer ici, se dit-elle. Mais les fleurs ne venaient pas, et la musique continuait à jouer, si légèrement. À la fin, elle n'y tint plus. C'était trop délicieux. Elle se glissa hors de son petit lit et alla doucement jusqu'à la porte, jeter un coup d'œil. Il n'y avait pas du tout de veilleuse dans cette pièce, mais il y faisait tout à fait clair.
La lune brillait à travers la fenêtre et éclairait juste le milieu du parquet. Toutes les jacinthes et les tulipes se tenaient debout en 2 rangs. Il n'y en avait plus du tout dans l'embrasure de la fenêtre, où ne restaient que des pots vides. Sur le parquet, les fleurs dansaient gracieusement. Un grand lys rouge était assis au piano. Ida était sûre de l'avoir vu cet été, car elle se rappelait que l'étudiant avait dit « Oh, comme il ressemble à mademoiselle Lynn !» Et tout le monde s'était moqué de lui. Maintenant, Ida trouvait que la longue fleur ressemblait vraiment à cette demoiselle, et elle jouait tout à fait de la même façon qu'elle. Puis elle vit un grand crocus bleu sauter juste au milieu de la table où se trouvaient les jouets. Il alla droit vers le lit des poupées et en tira les rideaux. Les fleurs malades y étaient couchées, mais elles se levèrent immédiatement et firent signe aux autres en bas qu'elles aussi voulaient danser. Ida eut l'impression que quelque chose était tombé de la table. Elle regarda de ce côté et vit que c'était la verge de mi-carême qui avait sauté par terre. Ne croyait-elle pas être aussi une fleur ? Il était très joli après tout ce martinet. À son sommet était une petite poupée de cire qui avait sur la tête un large chapeau. La verge de la mi-carême sauta sur ses 3 jambes de bois rouge en plein milieu des fleurs. Elle se mit à taper très fort des pieds, car elle dansait la mazurka, et cette danse-là, les autres fleurs ne la connaissaient pas. Tout à coup, la poupée de cire du petit fouet de la mi-carême devint grande, longue. Elle tourbillonna autour des fleurs de papier et cria très haut « Peut-on mettre des bêtises pareilles dans la tête d'un enfant ? Ce sont des inventions stupides !» Et alors, elle ressemblait exactement au conseiller de la chancellerie, avec son large chapeau. Elle était aussi jaune et aussi grognon. Les fleurs en papier lui donnèrent des coups sur ses maigres jambes, et elle se ratatina de nouveau et redevint une petite poupée de cire. Le fouet de la mi-carême continuait à danser, et le conseiller était obligé de danser avec. Il n'y avait rien à faire, il se faisait grand et long, et tout d'un coup, redevenait la petite poupée de cire jaune au grand chapeau noir. Les fleurs prièrent alors le martinet de s'arrêter, surtout celles qui avaient couché dans le lit de poupée, et cette danse cessa. Mais voilà qu'on entendit des coups violents frappés à l'intérieur du tiroir, où gisait Sophie, la poupée d'Ida, au milieu de tant d'autres jouets. Le casse-noix courut jusqu'au bord de la table, s'allongea de tout son long sur le ventre et réussit à tirer un petit peu le tiroir. Alors, Sophie se leva et regarda autour d'elle d'un air étonné. « Il y a donc Pâle ici, dit-elle. Pourquoi ne me l'a-t-on pas dit ? » « Veux-tu danser avec moi ? dit le casse-noix. « Ah, bien oui, tu serais un beau danseur. » Et elle lui tourna le dos. Elle s'assit sur le tiroir et se dit que l'une des fleurs viendrait l'inviter. Mais il n'en fut rien. Alors elle toussa. Mais personne ne vint. Comme aucune des fleurs n'avait l'air de voir Sophie, elle se laissa tomber du tiroir sur le parquet dans un grand bruit. Toutes les fleurs accoururent pour l'entourer et lui demander si elle ne s'était pas fait mal. Et elles étaient toutes si aimables avec elle, surtout celle qui avait couché dans son lit. Elle ne s'était pas du tout fait mal, affirmait-elle. Et les fleurs d'Ida la remercièrent pour le lit douillet. Tout le monde l'aimait et la tirait juste au milieu du parquet, là où scintillait la lune. On dansait avec elle et toutes les fleurs faisaient cercle autour. Sophie était bien contente. Elle les pria de conserver son lit. Mais les fleurs répondirent. « Nous te remercions 1000 fois, mais nous ne pouvons pas vivre si longtemps. Demain, nous serons tout à fait mortes. Mais dis à la petite Ida qu'elle nous enterre dans le jardin, près de la tombe de son canari. Alors, nous refleurirons l'été prochain et nous serons encore plus belles. »« Non, ne mourrez pas, » dit Sophie en embrassant les fleurs. Au même instant, la porte de la salle s'ouvrit et une foule de jolies fleurs entrèrent en dansant. Ida ne comprenait pas d'où elles pouvaient venir, c'étaient sûrement toutes les fleurs du château du roi. En tête s'avançaient 2 roses magnifiques, portant 2 petites couronnes d'or. C'était un roi et une reine. Puis venaient les plus ravissantes giroflées et des œillets qui saluaient de tous côtés. Ils étaient accompagnés de musique. Des coquelicots et des pivoines soufflaient dans des cosses de pois à en être cramoisis.
Les campanules bleues et les petites nivéoles blanches sonnaient comme si elles avaient eu des clochettes. Venaient ensuite quantité d'autres fleurs. Elles dansaient tout ensemble. Les violettes bleues et les pâquerettes rouges, les marguerites et les muguets. Et toutes s'embrassaient. C'était ravissant à voir. À la fin, les fleurs se souhaitèrent bonne nuit. La petite Ida se glissa aussi dans son lit et elle rêva de tout ce qu'elle avait vu. Quand elle se leva le lendemain matin, elle courut aussitôt à la table pour voir si les fleurs étaient encore là. Et elle tira les rideaux du petit lit. Oui, elles y étaient, mais tout à fait fanées, beaucoup plus que la veille. Sophie était couchée dans le tiroir. Elle avait l'air d'avoir très sommeil. « Te rappelles-tu de ce que tu devais me dire ?» demanda Ida. Sophie avait l'air stupide et ne répondit pas un mot. « Tu n'es pas gentille, dit Ida. Et pourtant, elles ont toutes dansé avec toi. » Elle prit une petite boîte en papier sur laquelle étaient dessinés de jolis oiseaux, l'ouvrit et y déposa les fleurs mortes. « Ce sera votre cercueil, dit-elle. Et quand mes cousins norvégiens viendront, ils assisteront à votre enterrement dans le jardin, afin que l'été prochain, vous repoussiez encore plus belle. » Les cousins norvégiens étaient deux garçons pleins de santé, s'appelant Jonas et Adolphe. Leur père leur avait fait cadeau de 2 arcs et il les avait apportés pour les montrer à Ida. Elle leur raconta l'histoire des pauvres fleurs qui étaient mortes et ils durent les enterrer. Le goulot de la bouteille. Dans une rue étroite et tortueuse, toute bâtie de maisons de piètre apparence, il y en avait une, particulièrement misérable, bien qu'elle fût la plus haute. Elle était tellement vieille qu'elle semblait être sur le point de s'écrouler de toutes parts. Il n'y habitait que de pauvres gens, mais la chambre où l'indigence était la plus visible, c'était une mansarde à une seule petite fenêtre, devant laquelle pendait une vieille et mauvaise cage qui n'avait même pas un vrai godet. En place se trouvait un goulot de bouteille renversé et fermé par un bouchon, pour retenir l'eau que venait boire un gentil canari. Sans avoir l'air de s'occuper de sa misérable installation, le petit oiseau sautait gaiement de bâton en bâton et fredonnait les airs les plus joyeux. « Oui, tu peux chanter, toi, » dit le goulot. C'est-à-dire, il ne l'a pas dit tout haut, vu qu'il ne savait pas plus parler que tout autre goulot, mais il le pensait tout bas, comme quand nous autres humains, nous nous parlons à nous-mêmes. « Rien ne t'empêche de chanter, » reprit-il. « Tu as conservé tes membres entiers, et je voudrais voir ce que tu ferais si, comme moi, tu avais perdu tout ton arrière-train, si tu n'avais plus que le cou et la bouche, et celle-là encore fermée d'un bouchon. Tu ne chanterais certes pas, mais va toujours. Ce n'est pas un mal qu'il y ait au moins un être un peu gai dans cette maison. Moi, je n'ai aucune raison de chanter, et je ne le pourrais pas du reste. Autrefois, quand j'étais une bouteille entière, il m'arrivait de chanter aussi, quand on me frottait adroitement avec un bouchon. Et puis les gens chantaient en mon honneur, ils me fêtaient. Dieu sait combien on me dit d'agréables choses, lorsque je fus de la partie de campagne où la fille du fourreur fut fiancée. Il me semble que ce n'est que d'hier, et cependant, que d'aventures j'ai éprouvées depuis lors. Quelle vie accidentée que la mienne! J'ai été dans le feu, dans l'eau, dans la terre, et plus dans les airs que la plupart des créatures de ce monde. Voyons, que je récapitule une fois pour toutes les circonstances de ma curieuse histoire. Et il pensa au four en flammes où la bouteille avait pris naissance, à la façon dont on l'avait, en soufflant, formée d'une masse liquide et bouillante. Elle était encore toute chaude lorsqu'elle regarda dans le feu ardent d'où elle sortait. Elle eut le désir de rouler et de s'y replonger. Mais à mesure qu'elle se refroidit, elle éprouva du plaisir à figurer dans le monde comme un être particulier et distinct, à ne plus être perdu et confondu dans une masse. On l'aligna dans les rangs de tout un régiment d'autres bouteilles, ses sœurs tirées toutes du même four. Elles étaient de grandeur et de formes les plus diverses, les unes bouteilles à champagne, les autres simples bouteilles de bière. Elles étaient séparées les unes des autres selon leur destination. Plus tard, dans le cours de la vie, il peut fort bien se faire qu'une bouteille fabriquée pour recevoir de la vulgaire piquette soit remplie du plus précieux Lacryma Christi, tandis qu'une bouteille à champagne en arrive à ne contenir que du cirage.
mais cela n'empêche qu'on reconnaisse toujours sa noble origine. On expédia les bouteilles dans toutes les directions. Soigneusement entourées de foin, elles furent placées dans des caisses. Le transport se fit avec beaucoup de précautions. Notre bouteille y vit la marque d'un grand respect pour elle. Et certes, elle ne s'imaginait pas qu'elle finirait, après avoir été traitée avec tant de déférence, d'abreuvoir au serin d'une pauvresse. La caisse où elle se trouvait fut descendue dans la cave d'un marchand de vin. On la déballa, et pour la première fois, elle fut rincée. Ce fut pour elle une sensation singulière. On la rangea de côté, vide et sans bouchon. Elle n'était pas à son aise. Il lui manquait quelque chose, elle ne savait pas quoi. Enfin, elle fut remplie d'un excellent vin, d'un cru célèbre. Elle reçut un bouchon qui fut recouvert de cire et une étiquette avec ces mots « Première qualité ». Elle était aussi fière qu'un collégien qui a remporté le prix d'honneur. Le vin était bon et la bouteille aussi, était d'un verre solide et sans soufflure. On la monta à la boutique. Quand on est jeune, on est porté au lyrisme. En effet, elle sentait fermenter en elle toutes sortes d'idées, de choses qu'elle ne connaissait pas. Des réminiscences des montagnes ensoleillées où pousse la vigne, des refrains joyeux. Tout cela résonnait en elle confusément. Un beau jour, on vint l'acheter. Ce fut l'apprenti d'un fourreur qui l'emporta. On la mit dans un panier à provisions avec un jambon, des saucissons, un fromage, du beurre le plus fin, du pain blanc et savoureux. Ce fut la fille même du fourreur qui emballa tout cela. C'était la plus jolie fille de la ville. Toute la société monta en voiture pour se rendre dans le bois. La jeune fille prit le panier sur ses genoux. Entre les plis de la serviette blanche qui le recouvrait, sortait le goulot de la bouteille. Il montrait fièrement son cachet rouge. Il regardait le visage de la jeune fille qui jetait à la dérobée les yeux sur son voisin, un camarade d'enfance, le fils du peintre de portraits. Il venait de passer avec honneur l'examen de capitaine au long cours, et le lendemain, il devait partir sur un navire. Lorsqu'on fut arrivé sous la feuillée, les jeunes gens causèrent à part. La bouteille entendit encore moins que les autres ce qu'ils se dirent, car elle était toujours dans le panier. Elle en fut tirée enfin. La première chose qu'elle observa, ce fut le changement qui s'était opéré sur le visage de la jeune fille. Elle restait aussi silencieuse que dans la voiture, mais elle était rayonnante de bonheur. Tout le monde était joyeux et riait gaiement. Le brave fourreur saisit la bouteille et y appliqua le tire-bouchon. Jamais le goulot n'oublia plus tard le moment solennel où l'on tira pour la première fois le bouchon qui le fermait. « Chouap !» dit-il, avec une netteté de son de bon augure. Et puis quel doux glouglou il fit retentir lorsqu'on versa le vin dans les verres. « Vive les fiancés !» s'écria le fourreur. Et tous vidèrent leurs verres. Et le jeune marin embrassa sa fiancée. « Que Dieu vous bénisse et vous donne le bonheur !» reprit le papa. Le jeune homme remplit de nouveau les verres. « Buvons à mon heureux retour, dit-il. D'aujourd'hui en un an, nous célébrerons la noce. » Et lorsqu'on eut vidé les verres, il prit la bouteille et s'écria « Tu as servi à fêter le jour le plus heureux de ma vie. Après cela, tu ne dois plus remplir d'emploi en ce monde. Tu ne retrouverais plus un aussi beau rôle. » Et il lança avec force la bouteille en l'air. La bouteille tomba sans se casser au milieu d'une épaisse touffe de joncs sur le bord d'un petit étang. Elle eut le temps d'y réfléchir à l'ingratitude du monde. « Moi, je leur ai donné de l'excellent vin, » se disait-elle, « et en retour, ils m'ont rempli d'eau bourbeuse. » Elle ne voyait plus la joyeuse société, mais elle les entendit chanter encore et se réjouir pendant bien des heures. Quand il fut parti, survinrent 2 petits paysans. En furetant dans les joncs, ils aperçurent la bouteille et l'emportèrent chez eux. Ils avaient vu la veille leur frère aîné, un matelot, qui devait s'embarquer le lendemain pour un long voyage et qui était venu dire adieu à sa famille. La mère était justement occupée à faire pour lui un paquet où elle fourrait tout ce qu'elle pensait pouvoir lui être utile pendant la traversée. Le père devait le porter le soir en ville. Une fiole contenant de l'eau de vie épurée était déjà enveloppée lorsque les garçons rentrèrent avec la belle grande bouteille qu'ils avaient trouvée. La mère retira la fiole et mit en place la bouteille qu'elle remplit de sa bonne eau de vie. « Comme cela, il en aura plus, dit-elle. C'est assez d'une bouteille pour ne pas avoir une seule fois mal à l'estomac pendant tout le voyage. »
Voilà donc la bouteille relancée en plein dans le tourbillon du monde. Le matelot, Pierre Jensen, la reçut avec plaisir et l'emporta à bord de son bâtiment, le même justement que commandait le jeune capitaine dont il vient d'être parlé. Elle n'avait pas trop déchu, car le breuvage qu'elle contenait paraissait aux matelots aussi exquis qu'aurait pu l'être pour eux le vin qui s'y trouvait auparavant. « Voilà la meilleure des pharmacies, disait-il, chaque fois que Pierre Jensen la tirait pour en verser une goutte au camarade qui avait mal à l'estomac. Aussi longtemps qu'elle renferma une goutte de la précieuse liqueur, on la tint en grand honneur. Mais un jour, elle se trouva vide, absolument vide. On la fourra dans un coin où elle resta, sans que personne prît garde à elle. Voilà qu'un jour s'élève une tempête. D'énormes et lourdes vagues soulevèrent le bâtiment avec violence. Le grand mât se brise, une voie d'eau se déclare, les pompes restent impuissantes. Il faisait nuit noire. Le navire sombra. Mais au dernier moment, le jeune capitaine écrivit à la lueur des éclairs sur un bout de papier « Au nom du Christ, nous périssons ». Il ajouta le nom du navire, le sien, celui de sa fiancée. Puis il glissa le papier dans la première bouteille vide venue, la reboucha ferme et la lança au milieu des flots en fureur. Elle, qui lui avait naguère versé la joie et le bonheur, elle contenait maintenant cet affreux message de mort. Le navire disparut, tout l'équipage disparut. La bouteille rebondissait de vague en vague, légère et alerte, comme il convient à une messagère qui porte un dernier billet doux. Dans ses pérégrinations, elle eut le bonheur de n'être ni poussée contre des rochers, ni avalée par un requin. Le papier qu'elle contenait, ce dernier adieu du fiancé à la fiancée, ne devait qu'apporter la désolation en parvenant entre les mains de celle à laquelle il était destiné. Après tout, le chagrin et le désespoir qu'il devait provoquer eussent encore mieux valu que les angoisses de l'incertitude qui accablaient la jeune fille. Où était-elle ? Dans quelle direction voguer pour atteindre son pays ? La bouteille n'en savait rien. Elle continua à se laisser balloter de droite et de gauche. Tout à coup, elle vint échouer sur le sable d'une plage. On la recueillit. Elle ne saisit pas un mot de ce qu'ils disaient les assistants. Le pays, en effet, était éloigné de bien des centaines de lieues de celui d'où elle était originaire. On la ramassa donc, et après l'avoir bien examinée de tous côtés, on l'ouvrit pour en retirer le papier qu'elle contenait. On le tourna et retourna dans tous les sens. Personne ne put comprendre ce qu'il y avait écrit. Il devinait bien qu'elle provenait d'un bâtiment qui avait fait naufrage, qu'il était question de cela sur le billet, mais voilà tout. Après avoir consulté en vain le plus savant d'entre eux, ils remirent le papier dans la bouteille, qui fut placée dans la grande armoire d'une grande chambre, dans une grande maison. Chaque fois qu'il venait des étrangers, on prenait le papier pour le leur montrer, mais aucun d'eux ne savait la langue dans laquelle était écrit le billet. À force de passer de main en main, l'écriture, qui n'était tracée qu'au crayon, s'effaça, devint de plus en plus difficile à distinguer et finit par disparaître entièrement. Après être restée une année dans l'armoire, la bouteille fut portée au grenier, où elle se trouva bientôt couverte de poussière et de toiles d'araignée. Elle se souvenait avec amertume des beaux jours où elle versait le divin jus de la treille là-bas, sous les frais ombrages des bois, puis du temps où elle se balançait sur les flots, portant un tragique secret à un dernier soupir d'adieu. Elle resta 20 années entières à se morfondre dans la solitude du grenier. Elle aurait pu y demeurer un siècle, si l'on avait démoli la maison pour la reconstruire. Quand on enleva la toiture, on l'aperçut, et l'on parut se rappeler qui elle était. Mais elle continua de ne comprendre absolument rien de ce qui se disait. « Si j'étais cependant restée en bas, pensait-elle, j'aurais fini par apprendre la langue du pays. Là-haut, toute seule avec les rats et les souris, il était impossible de m'instruire. » On la lava, on la rinça, ce n'était pas de trop. Enfin, elle se sentit de nouveau toute propre et transparente. Son ancienne gaieté lui revint. Quant au papier, qu'elle avait jusqu'alors gardé fidèlement, il périt dans la lessive. On la remplit de semences de plantes du sud qu'on expédia au nord, bien bouchées, bien calfeutrées et enveloppées.
Elle fut placée sur un navire dans un coin obscur où elle n'aperçut pendant tout le voyage ni lumière ni lanterne, ni, à plus forte raison, le soleil ni la lune. De cette façon, se dit-elle, quel fruit retirai-je de mon voyage? Mais ce n'était pas le point essentiel. Il fallait arriver à destination, et c'est ce qui eut lieu. On la déballa. Dieu, quelle peine ils se sont donnés, entendit-elle tout autour d'elle, pour emmitoufler cette bouteille, et pourtant elle sera certainement cassée. Pas du tout, elle était encore entière. Et puis elle comprenait chaque mot qui se disait. C'était de nouveau la langue qu'on avait parlée devant elle au four, chez le marchand de vin, dans le bois, sur le premier navire, la seule bonne vieille langue qu'elle connût. Elle était donc de retour dans sa patrie. De joie, elle faillit glisser des mains de celui qui la tenait. Dans son émoi, elle s'aperçut à peine qu'on lui enlevait son bouchon et qu'on la vidait. Tout à coup, lorsqu'elle reprit son sang-froid, elle se trouva au fond d'une cave. On l'oublia pendant des années. Enfin, le propriétaire déménagea, emportant toutes ses bouteilles, la nôtre aussi. Il avait fait fortune et alla habiter un palais. Un jour, il donna une grande fête. Dans les arbres du parc, on suspendit le soir des lanternes de papier de couleur qui faisaient l'effet de tulipes enflammées. Plus loin brillaient des guirlandes de lampions. La soirée était superbe. Les étoiles scintillaient. Il y avait une nouvelle lune. Elle n'apparaissait que comme une boule grise à filets d'or, et encore fallait-il de bons yeux pour la distinguer. Dans les endroits écartés, on avait mis, les lampions venant à manquer, des bouteilles avec des chandelles. La bouteille que nous connaissons fut de ce nombre. Elle était dans le ravissement. Elle revoyait enfin la verdure, elle entendait des chants joyeux, de la musique, des bruits de fête. Elle ne se trouvait, il est vrai, que dans un coin. Mais n'y était-elle pas mieux qu'au milieu du tohu-bohu de la foule? Elle y pouvait mieux savourer son bonheur. Et en effet, elle en était si pénétrée qu'elle oublia les 20 ans où elle avait langui dans le grenier, et tous ses autres déboires. Elle vit passer près d'elle un jeune couple de fiancés. Ils ne regardaient pas la fête, c'est à cela qu'on les reconnaissait. Ils rappelèrent à la bouteille le jeune capitaine et la jolie fille du fourreur, et toute la scène du bois. Le parc avait été ouvert à tout le monde. Les curieux s'y pressaient pour admirer les splendeurs de la fête. Parmi eux, marchait toute seule une vieille fille. Elle rencontra les deux fiancés. Cela la fit souvenir d'autres fiançailles. Elle se rappela la même scène du bois à laquelle la bouteille venait de penser. Elle y avait figuré. C'était la fille du fourreur. Cette heure-là avait été la plus heureuse de sa vie. C'est un de ces moments qu'on n'oublie jamais. Elle passa à côté de la bouteille sans la reconnaître, bien qu'elle n'eût pas changé. La bouteille non plus ne reconnut pas la fille du fourreur, mais cela parce qu'il ne restait plus rien de sa beauté si renommée jadis. Il en est souvent ainsi dans la vie. On passe à côté l'un de l'autre sans le savoir, et cependant, elles devaient encore une fois se rencontrer. Vers la fin de la fête, la bouteille fut enlevée par un gamin qui la vendit 1 shilling, avec lequel il s'acheta un gâteau. Elle passa chez un marchand de vin qui la remplit d'un bon cru. Elle ne resta pas longtemps à chômer. Elle fut vendue à un aéronaute qui le dimanche suivant devait monter en ballon. Le jour arriva. Une grande foule se réunit pour voir le spectacle, encore très nouveau alors. Il y avait de la musique militaire. Les autorités étaient sur une estrade. La bouteille voyait tout par les interstices d'un panier où elle se trouvait à côté d'un lapin vivant qui était tout ahuri, sachant qu'on allait tout à l'heure, comme déjà une première fois, le laisser descendre dans un parachute pour l'amusement des badauds. Mais elle ignorait ce qui allait se passer et regardait curieusement le ballon se gonfler de plus en plus, puis se démener avec violence jusqu'à ce que les câbles qui le retenaient fussent coupés. Alors, d'un bond furieux, il s'élança dans les airs, emportant l'aéronaute, le panier, le lapin et la bouteille. Une bruyante fanfare retentit, et la foule cria « Hurrah !» Voilà une singulière façon de voyager, se dit la bouteille. Elle a cet avantage qu'on n'a pas au milieu de l'atmosphère à craindre de choc. Des milliers de gens tendaient le cou pour suivre le ballon des yeux, la vieille fille entre autres. Elle était à la fenêtre de sa mansarde où pendait la cage d'un petit serin qui n'avait pas alors encore de godet et devait se contenter d'une soucoupe ébréchée. En se penchant en avant pour regarder le ballon,
Elle posa un peu de côté, pour ne pas le renverser, un pot de myrte qui faisait l'unique ornement de sa fenêtre et de toute la chambrette. Elle vit tout le spectacle. L'aéronaute qui plaça le pauvre lapin dans le parachute et le laissa descendre, puis se mit à se verser des rasades pour les boire à la santé des spectateurs, et enfin lança la bouteille en l'air, sans réfléchir qu'elle pourrait bien tomber sur la tête du plus honnête homme. La bouteille non plus n'eut pas le temps de réfléchir comme elle l'aurait voulu, sur l'honneur qui lui était échu de dominer de si haut la ville, ses clochers et la foule assemblée. Elle se mit à dégringoler, faisant des cabrioles. Cette course folle en pleine liberté lui semblait le comble du bonheur. Qu'elle était fière de voir Longue-Vue et Télescope braqués sur elle. Patatras! La voilà, qui tombe sur un toit et se brise en deux. Puis les morceaux roulèrent en bas et tombèrent avec fracas sur le pavé de la cour où ils se rompirent en 1000 menus débris, sauf le goulot qui resta entier, coupé en rond aussi nettement que si l'on avait employé le diamant pour le détacher. Les gens du sous-sol, accourus à ce bruit, le ramassèrent. « Cela ferait un superbe godet pour un oiseau, dirent-ils. » Mais comme ils n'avaient ni cage, ni même un moineau, ils ne pensèrent pas devoir, parce qu'ils avaient le godet, acheter un oiseau. Ils songèrent à la vieille fille qui habitait sous le toit. Peut-être pourrait-elle faire usage du goulot ? Elle le reçut avec reconnaissance. Il mit un bouchon, et le goulot renversé et rempli d'eau fut attaché à la cage. Le petit serin, qui pouvait maintenant boire plus à son aise, fit entendre les trilles les plus joyeux. Le goulot fut très content de cet accueil, ce qui lui était du reste bien dû, pensait-il, car enfin, il avait eu des aventures fameuses, il avait été bien au-dessus des nuages. Aussi, lorsqu'un peu plus tard, la vieille fille reçut la visite d'une ancienne amie, fut-il bien étonné qu'on ne parlât pas de lui, mais du myrte qui était devant la fenêtre. « Non, vois-tu, disait la vieille fille, je ne veux pas que tu dépenses un écu pour la couronne de mariage de ta fille. C'est moi qui t'en donnerai une magnifique. Regarde comme mon myrte est beau et bien fleuri. Il provient d'une bouture de celui que tu m'as donné le lendemain de mes fiançailles et qui devait 1 an après me fournir une couronne pour mon mariage. Mais ce jour n'est jamais arrivé. Les yeux qui devaient être mon phare dans la vie se sont fermés sans que je les ai revus. Ils reposent au fond de la mer, le cher compagnon de ma jeunesse. Le myrte devint vieux, moi je devins vieille, et lorsqu'il se dessécha, je pris la dernière branche verte et la mis dans la terre. Elle prospéra et poussa à merveille. Enfin, ton myrte aura servi à couronner une fiancée, ce sera ta fille. La pauvre vieille avait les larmes dans les yeux en évoquant ses souvenirs. Elle parla du jeune capitaine, des joyeuses fiançailles dans le bois, bien des pensées surgirent dans son esprit, mais pas celle-ci. C'est qu'elle avait là devant sa fenêtre un témoin de son bonheur de jadis, le goulot qui fit retentir un chouap si sonore lorsqu'on le déboucha dans le bois pour boire en l'honneur des fiancés. Le goulot, de son côté, ne la reconnut pas. Il n'avait plus écouté ce qu'on disait, depuis qu'il avait remarqué qu'on ne s'extasiait pas sur ces étonnantes aventures et sa récente chute du haut du ciel. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog lecture sur les contes d'Andersen. Pour ceux qui notent sur Goodreads ou je sais pas où à combien de pourcents on est à 72% de contes merveilleux de Hans Christian Andersen. Donc ça avance, ça avance. Et en fait il en restera que 2. Donc le prochain samedi prochain on lira Grand Klaus et Petit Klaus, Les habits neufs du Grand-Duc, Hans le balourd, L'heureuse famille, Le jardinier et ses maîtres, La malle volante, Le montreur de marionnettes. Ça fera une petite vingtaine de pages. Ça sera un petit peu long peut-être comme celui-ci. Et la fois suivante, ça sera plus court. Mais en fait, il y a une semaine du petit elfe ferme l'œil. Avec donc des petits contes du lundi au dimanche. Et comme ça, on finira de lire on finira de lire les contes merveilleux d'Andersen, le tome 1, parce que moi, sur ma version, je l'ai en 2 tomes.
Donc là, on a lu 5 contes, parce qu'il y en avait qui étaient quand même bien longs. On a lu Le Dernier Rêve du Chêne. J'ai beaucoup aimé. Comme je vous l'ai dit, je suis vraiment fan de l'écriture, du style de Hans Christian Andersen. Je préfère à Grimm pour le moment, mais on verra quand plus tard je vais de nouveau explorer d'autres écrits des frères Grimm, d'autres écrits aussi d'Andersen sûrement. Donc Le Dernier Rêve du Chêne, c'était tout un conte sur la vie, la longueur de la vie, donc la mort aussi. Et je l'ai trouvé vraiment sympa dans le côté, tout le voyage avec toutes les fleurs que le chêne fait. On dirait un moment qui soutient la voûte du ciel, c'était hyper beau. C'était dans le cadre de Noël apparemment. Et du coup, ce pauvre chêne finit par mourir, tout comme les éphémères qui ne durent qu'une journée et qui n'en sont pas conscients et qui sont pleins de bonheur. Donc c'est vraiment sympa un peu dans la mise en perspective de la vie qui dure, de qu'est-ce qu'on en fait. Et j'ai vraiment aimé, c'est très joli. On a lu ensuite L'escargot et le rosier, où là aussi c'était un petit peu sur les mêmes thématiques. Mais l'escargot, il me faisait rire le côté le monde ne m'intéresse pas, je reste dans ma coquille. Suis-je un escargot? Mais non, le monde m'intéresse, mais je reste dans ma coquille. Je suis presque un escargot. Je sais pas, je baffe pas, je ne crache pas, normalement. On était un petit peu sur les mêmes thématiques, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Et ce que j'aime bien, parce que je crois que c'était moins présent dans les contes de Grimm, et j'ai pas le souvenir non plus que ça a été présent dans Les Mille et Une Nuits, c'est le fait en fait qu'il y ait une espèce de fantaisie animalière ou une fantaisie d'objets, je sais pas comment on peut la définir, où en gros des animaux, des objets, des fleurs, des arbres s'expriment en fait et racontent leur histoire. Et là aussi j'ai trouvé assez sympa. Il était court aussi, mais c'était sympa. La Fée du Sureau, on est toujours dans la même thématique, je trouve, la longueur de la vie, etc. Mais La Fée du Sureau, j'ai vraiment aimé le rapport entre la dryade qui ici porte un autre nom, qui est présente sans doute de tout temps et qui raconte des histoires parce que son nom c'est souvenir. Donc le petit vieux n'était pas conscient qu'elle était présente, etc. Que la Fée du Sureau, parce que là on avait des contes enchâssés où il y a le petit gamin qui est malade et qui est au lit et ça me semblait être Hans Christian Andersen qui racontait l'histoire et la Fée du Sureau qui se met à pousser dans la théière parce que la maman fait une tisane de sureau pour soigner son gamin. Et on raconte ensuite qu'il y a 2 enfants dans le temps qui ont planté ce sureau-là et qui sont devenus des petits vieux, qui se souviennent plus trop de quel jour on est, quand c'est leur noce d'or, mais qui se souviennent de leur passé, de leur enfance, etc. Je l'ai trouvé très beau aussi. Après, moi, je suis assez sensible aux histoires qu'il y a sur les sur les personnes âgées de manière générale, sur la place qu'ils tiennent dans les contes. Ça me fait penser d'ailleurs à Perceval dans Kaamelott qui commence toutes ses histoires, toutes ses aventures par j'ai rencontré un vieux ou j'ai rencontré une vieille. Donc c'est assez marrant. On a lu ensuite Les Fleurs de la petite Ida. Là c'était trop mignon aussi. C'était peut-être là l'étudiant qui était Hans Christian Andersen. Je sais plus exactement. Parce qu'il est nommé en fait, il sait raconter S''EST dans un de ses contes Andersen. Et je trouve ça sympa, le fait qu'il se mette en fait en posture de conteur qui raconte une histoire à un enfant. Et c'était très mignon aussi, hein, les fleurs là, franchement j'ai aimé. Le goulot de la bouteille, j'ai aimé aussi, c'était sympa. Il était un peu long. C'était un petit peu long à lire. Pas long chiant, mais long parce que beaucoup de péripéties. Et j'ai trouvé assez sympa le fait que la bouteille, en fait, qu'elle se souvienne de ce qu'elle était dans la montagne, ensuite dans le feu, qu'elle est devenue bouteille, qu'elle était un peu orgueilleuse parce qu'elle portait un bon vin, ensuite elle a porté autre chose, et qu'elle a vécu plein d'aventures, qu'au final,
elle se raconte, mais qu'elle ne peut pas raconter aux autres et qu'elle ne se reconnaisse pas. Que la pauvre vieille qui était la jeune fiancée qui a perdu son fiancé en mer ne reconnaisse pas la bouteille qui a fêté leur fiançailles. Il y a un côté assez mélancolique et un peu une rencontre ou des retrouvailles ratées que je trouve assez sympa. Bon, je ne sais pas trop quoi en dire de plus, ça va être certainement, pour une fois, profitez-en, ça va pas être trop long, mais je suis vraiment fan, hein. Andersen, franchement, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. On verra, je pense que par la suite, je vais peut-être attaquer Perrault. Qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, pour 2 samedis, on va rester encore avec Andersen et après, j'irai farfouiller un petit peu. Qu'est-ce que j'ai de libre de droit et qu'est-ce que j'ai de... qu'est-ce que je peux vous lire et qui est libre de traduction également. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions d'auteurs qui sont libres de droit, avec si possible aussi le traducteur qui est mort depuis plus de 70 ans. Et on verra. À tout bientôt, je vous souhaite un très bon samedi, profitez bien et digérez bien vos chocolats de la Saint-Valentin, qu'on vous les ait offerts ou que vous vous les soyez offerts, parce que le chocolat c'est toujours bon. À bientôt, rêvez tout grand.